Bonjour, alors bienvenue dans ma vidéo spéciale Mars au féminin. Donc Mars au féminin, qu'est-ce que c'est? C'est un défi littéraire que Fluent Books, qui est sur Booktube et Bookstagram, fait depuis, je crois, une dizaine d'années. Et c'est tout simplement une invitation à lire des autrices, peu importe l'origine, le genre littéraire proposé, voilà, donc de lire des autrices pendant tout le mois de mars. Donc, c'était parti, je crois, d'une intention, redonner un peu de la visibilité aux autrices, en lire un peu plus. Puis, j'imagine que, comme le mois de mars fait aussi, c'est aussi le mois où on a la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Donc, j'imagine que ça peut pas avoir nuit non plus au concept. Mais bref, ce concept-là est proposé à chaque année. Fluent Books nous propose 9 catégories, habituellement des catégories qui reviennent, plus quelques catégories de plus, qui sont un petit peu peut-être selon ses envies ou l'actualité du moment. C'est un défi littéraire qui est très inclusif, relax. C'est vraiment plus une invitation à prendre conscience de la quantité d'autrices qu'on lit au quotidien dans l'année. Peut-être essayer de voir si ça nous donne envie d'en lire encore plus, de mettre de l'avant des autrices qui sont connues ou moins connues. Voilà, donc c'est ce dans quoi je m'embarque depuis quelques années quand même. C'est vraiment un défi littéraire que je garde au menu. Je trouve que le mois de mars est parfait pour ça. Donc, me voici avec la proposition que Fluent Books nous fait cette année. Donc, c'est 9 catégories et je vais vous présenter les livres que j'ai mis dans la pioche à lire. Est-ce que ce seront ceux-là? Je ne le sais pas, mais pour le moment, je m'enligne pour que ce soit ceux-là. Donc, on commence. Tout d'abord, elle nous propose de lire un roman SFFF. Donc, en France, SFFF, c'est science-fiction, fantasy, fantastique ou fantastique, fantasy, je me souviens plus. Bref, littérature de l'imaginaire. Et moi, pour celui-ci, j'ai inclus le livre tout récemment reçu, mon premier de l'autrice, même si techniquement, je sais qu'elle a été connue plus pour sa première série, mais c'est donc un livre de Heather Fawcett, qui est Agnes Obert's Mystical Cat Shelter, donc publié ici chez Random House, donc par Heather Fawcett. Et c'est l'histoire de donc Agnès Aubert, qui, dans le fond, mène une vie assez relativement tranquille. Elle est une fière propriétaire et gestionnaire d'un refuge pour chats qui est fait, dans le fond, avec vraiment plus son organisme de charité. Et elle a vraiment dédié sa vie à ça. Or, malheureusement, à un moment donné, elle va se rendre compte que le local qu'elle utilise pour le refuge pour chats ne sera plus disponible et elle va se ramasser désespérée à devoir déménager rapidement. Elle trouve absolument aucun local qui veut l'accueillir et elle va se retourner vers un homme qui s'appelle Havelock et qui, finalement, à part être juste un homme qui s'appelle Havelock, s'avère être aussi le magicien le plus infâme du monde. Et leur vie va s'entrecroiser, donc réalité et fantasy, fantastique peut-être plus, vu qu'on est vraiment dans la réalité, vont s'entremêler. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans le Montréal des années 20. Donc, j'étais vraiment, vraiment curieuse. Donc, il vient tout juste de paraître en anglais. Je crois que la parution en français est soit déjà annoncée ou elle est déjà sortie, mais c'est sous peu, donc je vais vous mettre la couverture. Donc, première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, un classique. J'aurais pu y aller avec des classiques connus, mais je suis allée finalement avec un classique, étrangement, de la littérature SFFF, Young Adult. Donc, c'est le premier tome de la série The Giver. Donc, c'est le tome éponyme, The Giver de Lois Lowry. Voilà. Donc, c'est publié chez... celui-ci, c'est publié chez Houghton Mifflin. Et voilà. Donc, c'est un premier tome d'une tétralogie, je crois. Ça a gagné The Giver la médaille Newbery en 1994. Ça fait vraiment longtemps que ça roule. En tout cas, ici, au Québec, c'est fait souvent partie du corpus littéraire pour les écoles secondaires. Donc, les ados, absolument, vont le lire. En français, c'est Le Passeur de Lois Lowry. Et encore une fois, on est dans une histoire de fantasy qui va se centrer autour d'un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Jonas et qui vit dans dans un monde qui semble idéal, mais assez fade, mais idéal, où tout le monde est conforme et tout le monde est satisfait. Par contre, à un moment donné, il va se faire donner ce qu'il appelle un
une mission, une mission, et parce qu'il va devenir je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais le receveur de la mémoire, donc le gardien de la mémoire, et il va finir par comprendre, en fait, tous les secrets assez sombres qui finalement vivent, en fait, à l'abri au sein de sa communauté qui semble tout à fait conforme. Donc, voilà pour ce classique de la littérature young adult. Ensuite, elle propose de lire Une autrice oubliée. Ça, c'est un livre que j'ai pas, un livre que je voulais me commander puis que je me suis dit, ah, je vais l'acheter cette fois-ci, mais en temps normal, je me concentre sur ma pièce à lire, ben, sur ma bibliothèque à lire pour ces catégories-là. Mais c'est de l'autrice, je vais me remettre juste un petit repère parce que je faut que j'aille au moins l'intrigue. Donc, c'est de l'autrice Anne Brontë. Là, vous allez me dire, les Brontë, les sœurs Brontë sont super connues, mais Anne Brontë, c'est la sœur qui a écrit 2 romans puis qui était moins, c'est celle dont on se souvient un peu moins, donc qui est moins à l'avant, et j'ai trouvé que ça valait la peine de le ressortir. Moi, je l'avais connu avec The Tenant of Wildfell Hall, donc, mais celui-là, c'est son roman qui est, je pense que, je ne sais pas si c'est son premier roman, mais il me semble que oui, c'est Agnès Grey. Donc, il y a 2 Agnès dans la date, dans 3 des premières catégories. Et Dame Brontë, je vais l'écouter, en fait, le lire potentiellement en version originale. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de versions originales, mais j'aime mieux lire en version originale anglaise quand je peux parce que les traductions, des fois, j'ai de la misère. Donc, c'est pas un jugement ou une prise de position, c'est juste, c'est comme ça que j'aime lire. Donc, Agnès Grey, c'est l'histoire, bon, ça se passe au début du 19e siècle, et ça, c'est l'histoire d'Agnès Grey, évidemment, qui habite bien à l'abri de tout ce qui peut se passer dans le monde avec des parents aimants, malheureusement. Son père est pasteur, puis à un moment donné, il va perdre toutes ses économies parce qu'il va avoir fait une mauvaise décision financière. Et Agnès va décider de, ben, dans le fond, se trouver un travail comme gouvernante auprès de familles nantis dans le Yorkshire. Elle va faire 2 familles. Et dans le fond, c'est un roman qui est un portrait assez vivant de la société victorienne de l'époque. C'est une jeune fille, Agnès Grey, qui, on dit ici, qui est curieuse et enthousiaste et patiente, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience de la vie. Et elle va se heurter à la cruauté, en fait, des enfants par rapport à elle. Donc, on va avoir aussi lutte des classes. Parce qu'elle a une condition, dans le fond, de personne pauvre qui va travailler dans les familles bien nanties. C'est vraiment indiqué que c'est un roman d'apprentissage et que c'est un texte qui est une œuvre qui mérite d'être découverte pour elle-même. Donc, on a souvent dit que The Tenant of Whitefell Hall avait une valeur plus intéressante. Ça abordait différents sujets. Celui-là, on est vraiment plus dans la lutte des classes, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Anne Brontë, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume dans son autre livre que j'ai lu, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Ensuite, on va y aller avec la 4e catégorie qui est une catégorie qui s'intitule Une thématique forte. Elle donne des exemples: maternité, non-maternité, santé mentale, corps des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés pour des essais là-dessus, puis j'aurais pu le faire, mais j'ai décidé de me lancer dans la découverte d'une fiction qui est assez, qui m'intrigue depuis le début et qui semble assez dure, et c'est Offense de Constance Debré. J'ai l'édition ici chez J'ai lu. Je vais vous lire un extrait du livre qui est mis en 4e de couverture parce que je ne sais pas trop comment le décrire, mais de ce que je comprends, c'est que ça va aborder potentiellement la vie dans les cités avec tout ce que ça comporte de violence qui envahit, qui va déterminer les vies, qui va remettre en perspective qu'on ait les meilleures convictions ou valeurs du monde. À un moment donné, il y a des choses que potentiellement auxquelles on va devoir dire non et que dans certains cas, la fin semble vouloir justifier les moyens. Allons-y donc pour l'extrait. Un meurtre, c'est fait pour que quelque chose s'arrête. Est-ce que c'est possible que les choses s'arrêtent? Que ce ne soit pas toujours le même aplat de tout, sur le même ton, à la même vitesse qui vous avale, irrespirable? Le souffle court, ne plus avoir d'oxygène au cerveau à force. Est-ce que c'est possible que tout le monde se taise, que le bébé se taise, que sa mère se taise, que le dealer se taise, que les flics se taisent, que les juges se taisent, que tous ils se taisent? Qu'il fasse ce qu'ils veulent de lui, il leur donne son corps, mais qu'il puisse se taire, qu'il le laisse ne plus répondre. Admettez quand même. Donc, catégorie, je trouvais que c'était une thématique forte, donc voilà pour ma 4e catégorie. Ensuite, 5e catégorie, un roman jeunesse. J'avais beaucoup de choix, mais je me suis lancée dans un roman que j'ai depuis longtemps, que j'ai acheté, que je voulais absolument découvrir à cause de l'autrice, puis on dirait que j'hésite à le lire. Donc, je me suis dit, c'est une chance de le mettre de l'avant. Et c'est le premier tome de la série Pierre Bayard, Détective privé de Clémentine Beauvais. Dans celui-ci, c'est L'affaire Petit Prince. Donc, c'est publié ici chez Sarbacane. Et dans celui-ci, évidemment,
On va retrouver Pierre Bayard, qui est un détective privé, donc un détective de la littérature, j'imagine. Et il a été, en fait, interdit d'enquête depuis plusieurs années et il s'enferme en compagnie de son associé, Judith. Et jusqu'au jour où ils vont être appelés à l'aide pour résoudre une énigme. Mais la personne qui les avait contactés va disparaître avant même de pouvoir leur avoir expliqué c'était quoi la problématique. Le seul indice qu'ils ont, c'est un indice qui pointe vers le texte du Petit Prince. Donc, ils vont aller enquêter, essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, l'informateur, puis pourquoi il pourrait être utile, j'imagine, au sein de ce texte-là. Donc, ça me semblait assez intéressant. C'est un roman quand même, il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais quand même assez aéré comme mise en page. Alors, voilà pour cette catégorie-là de roman jeunesse. Ensuite, on y va avec une biographie ou une autobiographie. Dans ce cas-ci, je me suis lancée avec un des nombreux tomes de biographie que nous propose l'autrice Hélène Humph, celle qui a écrit 84 Charing Cross Road, qui est un roman épistolaire qui est excellent si jamais vous ne l'avez jamais lu. Et je suis allée avec un roman qui est un peu précurseur et qui s'appelle Q's Legacy d'Hélène Humph, ici dans une édition chez Penguin Books. On va retrouver l'histoire d'Hélène Humph, évidemment, puis comment elle va avoir été amenée à justement écrire le 84 Charing Cross Road. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trouvé par erreur, pas par erreur, par hasard, un volume d'entretien que j'arrive pas à traduire, donne le recteur, en fait, de Cambridge, qui s'appelait à l'époque Sir Arthur Quiller Couch, avait fait. Et elle a comme dévoré ce livre-là. Et elle a voulu lire plus de livres de cet homme-là. Et comme elle voulait en avoir, elle s'est mise à écrire à une petite boutique de livres qui était à Londres, parce qu'en fait, elle habite aux États-Unis. Et ben, c'était la boutique qui était sise au 84 Charing Cross Road. Donc, c'est vraiment la genèse de ce livre-là, sa vie autour de ça, comment elle a découvert l'œuvre de Sir Arthur Quiller Couch, qu'elle appelle Q's. Bref, voilà. Mais si jamais vous avez jamais lu Hélène Humph, je vous suggère vraiment ardemment son 84 Charing Cross Road. C'est excellent. Ensuite, on continue avec un livre que j'ai pas en main et que j'ai hésité un peu avant de mettre là, mais pourquoi pas. On nous proposait d'avoir un roman noir sous la main. Donc, je suis allée avec, cette fois-ci, de la littérature québécoise, qui est le roman Petite ville de Melika Abdelmoumen. C'est publié chez Mémoire d'Encrier. Et je vais vous lire le résumé qui est proposé ici par l'éditeur. Simon, célèbre journaliste et écrivain engagé, est retrouvé mort dans le parc aménagé sur les ruines de la zone. C'est dans cette banlieue pauvre de Petite-Ville qu'il a grandi avec Mia, tous deux adoptés par Annick Mépiède, travailleuse sociale. Qui a tué Simon? Mêlant polar, merveilleux et enquête, Petite-Ville dresse le portrait de nos villes minées par l'exclusion, l'injustice et les inégalités. Ça a l'air vraiment excellent. Ça m'avait intrigué quand c'était paru à l'origine. Donc, c'est paru en 2024, septembre 2024. Et je me suis dit que c'était une bonne opportunité de, justement, découvrir ce texte-là. Alors, voilà pour la catégorie de roman noir. Ensuite, il y avait un roman historique. Évidemment que j'aurais pu choisir cette autrice-là pour... À chaque année, j'en mets un dans ma sélection du Mars au féminin. Mais j'aurais pu choisir cette autrice-là pour biographie, autobiographie, parce qu'elle a fait plusieurs autres textes. Mais je suis allée avec sa fiction. Et c'est ni l'autre que Virginia Woolf. Donc, je suis allée avec son roman qui s'appelle Between the Acts de Virginia Woolf, publié ici chez Mariner Classics. Et Between the Acts, c'est dans le fond considéré comme son dernier roman qui a été écrit pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le fond, ça se passe en 1939 dans une maison de campagne d'une grande famille, dans le fond, au cœur de l'Angleterre. Et dans le fond, dans le cœur de ce jardin-là, tout le monde du village s'est rassemblé pour l'espèce de foire annuelle où il y a des scènes de l'histoire de l'Angleterre qui vont être présentées. Ça va commencer à l'âge élisabétain et ça va se terminer avec le moment actuel, donc les 1939. Au fur et à mesure que l'histoire de l'Angleterre se déroule devant eux autres, les villageois, dans le fond, la vie de chacun des villageois va tranquillement prendre forme.
Donc, j'imagine qu'on va faire encore un peu un saut dans l'intériorité des personnages, comme Virginia Woolf sait si bien le faire. J'ai toujours adoré sa plume. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Puis c'est un roman historique parce que vraiment, ça va mettre de l'avant la réalité de l'époque, d'une époque qui est comme de début de guerre, mais toujours avec cette façon qu'a Virginia Woolf d'aborder les choses qui est si singulière et si marquante. Et enfin, la dernière catégorie, celle-là aussi, j'en mets un par, une par, je pense, un ou une par, peut-être dans les 2 dernières années, j'en ai mis une de l'autre, un livre de l'autrice par sélection, je vais dire. Voilà, et c'est cette fameuse, donc la catégorie, c'est une autrice issue d'une minorité. J'aurais pu choisir autre chose. Là, je suis allée avec. C'est une autrice, en fait, qui s'identifie à la sphère LGBTQIA. Donc, je suis allée avec ça, mais en fait, j'en ai profité pour lire le deuxième tome de sa fameuse série Wayfarer. Et on parle ici de Close and Common Orbit, donc de Becky Chambers, qui est ici publié chez HarperCollins. Donc, deuxième tome de cette saga un peu étrange qui se passe dans l'espace. Ça se passe dans un futur relativement proche et ça se passe à bord du Wayfarer, qui est un vaisseau spatial, une espèce de station spatiale en fait, au sein de laquelle se retrouve un nombre incalculable d'espèces qui vivent dans la galaxie. Il y a une humaine, bien sûr, mais il y a toutes sortes d'autres espèces. Et eux autres, leur travail, c'est de creuser des tunnels, dans le fond, des espèces de trous noirs qui permettent de se promener plus rapidement d'un endroit à l'autre dans la galaxie. Et bon, ils ont toujours toutes sortes de choses qui vont leur arriver. Dans le premier, il va leur arriver une certaine mission. Ça va faire en sorte que ce fameux Wayfarer-là va devenir presque inutilisable, mais on va suivre les personnages au fur et à mesure. Là, si je me souviens bien, se sont ramassés sur une planète, puis je pense qu'ils n'arriveront pas trop à en partir. Je ne vais pas trop vous en dire parce que ça se peut que ça divulgage, mais l'intérêt de ça, en fait, c'est que c'est les relations interpersonnelles entre ces différentes personnes-là qui habitent en espace clos dans un vaisseau spatial, qui ont une mission commune, mais qui ont aussi une culture, des valeurs très différentes, mais qui arrivent à trouver comme une espèce de terrain de conversation possible. Becky Chambers est maintenant identifiée comme étant une autrice qui propose ou qui a un peu lancé le courant de ce qu'on appelle solar punk, donc une espèce de science-fiction bienveillante. Et ce l'est. C'est tellement agréable à lire. J'ai vraiment, vraiment hâte. Ça fait longtemps, j'ai toute la série, mais à chaque fois, on dirait que j'hésite à les lire parce qu'il n'y en a pas tant que ça des Becky Chambers, puis je ne vais pas aller trop vite. Donc voilà pour le dernier livre que je me propose de mettre dans la sélection. Alors, j'espère que ça vous a intéressé comme sélection. Et je ne sais pas si c'est un défi que vous connaissiez, mars au féminin, ou qu'à votre manière, vous le faisiez de toute façon, parce qu'en mars, avec la journée, comme je vous disais, internationale des droits des femmes, peut-être que vous étiez plus alerte déjà à cette réalité-là. Mais si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez envie de lire cette année? Est-ce qu'il y a des livres là-dedans que vous avez déjà lus ou que vous voudriez lire? Est-ce que vous avez des suggestions à me faire, peut-être? Puisque là, ça, c'est ce que je me propose de lire, mais est-ce que c'est ce que je vais lire? On va voir. C'est sûr que ce sera des autrices, mais juste voilà. Alors, voilà, ça clôt cette petite vidéo que j'avais envie de faire avec vous pour vous présenter ma pioche à lire du mars au féminin. Je remercie encore une fois Fluent Books de faire ce défi-là à chaque année. Je pense qu'à chaque année, ça lui demande un peu une motivation. Puis peut-être qu'avec les années, j'imagine qu'éventuellement, peut-être que ça ne doit pas toujours être facile de trouver la motivation à chaque année de reprendre ça. Mais en tout cas, moi, je suis bien contente que ce soit encore présent cette année. Puis je vais continuer à le faire de toute façon. Je pense que c'est vraiment devenu une habitude littéraire pour moi. Mon mois de mars est au féminin de toute façon. Donc, voilà. Écoutez, au plaisir de vous revoir selon notre formule habituelle. À bientôt!